Bonsoir à tous et bienvenue pour ce JT de dimanche. Un journal un petit peu plus light, un peu plus léger que ce que nous vous proposons en semaine. Meilleures images de cette semaine. Lundi, c'était retour sur le Gap en Cime, l'une des plus belles représentations sportives qu'aient connues les Hautes-Alpes et les Alpes du Sud. Ce mois-ci, images d'Olivier Milleville. « 6h30 du matin, c'est une armée de 650 concurrents équipés de lampes frontales qui a pris le départ du trail long, comptant pour le championnat de France. 57 km, un parcours vallonné au tracé magnifique. Au kilomètre 8, premier ravitaillement, les meilleurs sont déjà passés depuis un moment. Chacun se restaure comme il peut. Peut-être un petit peu plus loin, ouais. Okay. D'accord. Là, il y a... Le jour se lève et dessine un paysage grandiose. De quoi se donner de l'énergie pour avaler les 47 km qui restent. Pour l'instant, tout va bien. Hein. C'est vrai? Ah ouais, on se régale. Ah ouais. On a bien reconnu le parcours, donc on sait ce qui nous attend. Ça va être dur là pendant quelques kilomètres. Après, ça va être génial. Merci, Quel plaisir on a là, vraiment, sur ces premiers kilomètres. Ah, c'est que du bonheur là. Et la nature, la montagne, Gap, une ville que j'adore. Nous sommes sur le site de Coréo, à 1000 mètres d'altitude. Un peu plus loin, un virage qui annonce une pente rude. Un coup de cul, comme on dit dans le jargon des trailers. Allez, ça commence à chauffer les bâtons là. Ça fait partie des encouragements, des cloches franc-comtoises. Vous venez chaque année? Comment? Vous venez chaque année? Ah non, c'est la première année que mon fils fait ce trail. Non, c'est la Qu'est-ce que vous première en année. pensez là? C'est beau? Ah oui, c'est très très beau. Le coin est très joli. On attend de voir plus encore. Un coup de cul qui annonce une des parties les plus dures, mais aussi des plus magnifiques du parcours, les crêtes de Charence. Pendant ce temps, sur la ligne de départ, c'est une autre épreuve qui se prépare. Le trail court de 23 km, comptant pour le championnat de France. Tout le gratin français est là, comme Raymond Fontaine, venu de la Réunion. 6 fois champion de France de course de montagne et champion de kilomètres vertical cette année. C'était un des favoris. À 1649 mètres d'altitude, alors que les premiers, Julien Rancon et Raymond Fontaine, sont déjà passés, les 900 concurrents tentent de rallier la ligne d'arrivée. Pour ce faire, il faudra notamment gravir cette pente à 20% qui mène au pic de Glaise. Au total, sur ce parcours, un dénivelé de 1500 mètres que certains prennent avec le sourire et une grande décontraction. On dit bonjour à la famille et tout, hein. Allez, bon courage. C'est le président. Devant, c'est la guerre, notamment sur le 57 km et ses 3200 mètres de dénivelé positif. Le haut alpin, Michel Lannes, a pris les choses en main, il domine la course depuis le début. Sébastien Speller n'est pas loin et si même il comptera près de 4 minutes de retard avant la descente sur Gap, c'est bien lui qui franchira le premier la ligne d'arrivée. Vérifions l'adage du trail.
un trail peut se perdre dans la montée, mais se gagne toujours dans la descente. Même vérité pour Julien Rancon, ici en bleu, qui a remporté de la même façon le trail court. La victoire s'est jouée dans les 7 derniers kilomètres, tout simplement. C'était vraiment le principe de la journée, pas s'affoler, continuer sa course telle qu'il fallait faire, peu importe le résultat. Et c'est vrai que vers le pic de Glaise, là, on voyait à peu près, et là je vois les 3 premiers devant moi. Et je me suis dit là, tout est possible. J'ai mené du début jusqu'au kilomètre 50, s'il y en a 59 jusqu'au kilomètre 55 on va dire. Et puis après ça se joue sur un poil de fraîcheur sur la fin. Voilà, il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu plus de fraîcheur, moi qui souffre un peu. Et voilà, l'écart il se fait, c'est quelques secondes, c'est rien du tout, mais voilà, c'est des mètres et des mètres qui se prennent et puis voilà quoi. C'est mon premier titre, ça fait 1 an que je fais du trail, c'est mon premier titre, donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est merveilleux quoi, hein, c'est vraiment un aboutissement on va dire. Gap, le temps d'un week-end, était la capitale du trail, où la compétition de haut niveau était reine, mais aussi et même surtout la convivialité et la volonté d'aller au bout de soi-même qui habitait ces 2500 participants venus pratiquer leur passion pour le trail. Mardi, nous avons dégusté la chèvre dans le Champsaur. C'est une tradition dans les Alpes du Sud. Adrien Citeau nous a mis l'eau à la bouche. Tous les ans, à l'automne, les restaurateurs du Champsaur proposent le traditionnel plat de chèvre, un plat qui peut sembler étonnant pour certains, mais qui séduit toujours autant les amateurs de bonne cuisine. Henri s'est d'ailleurs laissé convaincre dans ce restaurant ancélois. C'est la patronne qui nous a proposé le plat et on s'est régalé. Je pensais qu'au début ça allait avoir un goût un peu plus fort, mais non, c'est très doux et c'est très bon, c'est particulier. Mais c'est fameux. Dans les cuisines, chaque saison, plusieurs centaines de plats de chèvre sont préparés. Il s'agit avant tout d'un menu qui combine légumes et pot-au-feu, comme nous en parle Laurent Tissot, seconde cuisine aux Otanes. Aux Otanes, le repas de la chèvre se compose d'abord d'une entrée, on propose une petite tourte à base d'une fricassée de champignons de la région, morilles, cèpes. Après donc le pot-au-feu et ses légumes. Et on finit le fromage, et un plateau de fromage et le dessert. Plus bas dans le Champsaur, à Pont-du-Fossé, l'ISOP propose également ce fameux plat. Il n'est pas rare d'y voir des habitués qui font leur escale chaque année, comme Emmanuel et sa bande de copains qui se retrouvent pour fêter son anniversaire. Autour d'un plat, chaque année, nous venons ici manger les tardons au Borel. Et puis à la fin de la fête, enfin le dimanche à midi, on vient manger le pot-au-feu de chèvre à ce restaurant qui est chaque année, c'est la tradition. On n'a pas l'occasion chez nous d'en faire, quoi. Il n'y a qu'ici qu'on le mange. Chaque année, c'est mon anniversaire, le 5 octobre, et ça tombe comme ça. Il ne reste plus qu'à découvrir ce plat qui vous fera peut-être, vous aussi, qui sait, devenir chèvre. Mercredi, nous avons appris à récolter des truffes dans le Champsaur avec la pépinière Robin qui nous a emmenés avec des chiens dans sa propre exploitation d'arbres truffiers. Reportage. Aujourd'hui, direction la pépinière Robin à Saint-Laurent-du-Croc. On pourrait parler sapin ou rosier, mais ce qui nous intéresse, c'est l'arbre truffier que l'entreprise familiale propose depuis de nombreuses années. À 2 pas de là, dans leur propre plan truffier, on a à peine le temps de poser la caméra que les chiens renifleurs foncent sous un arbre. 1, 2, 3, 4 truffes déterrées sous nos yeux et les chiens repartent à l'assaut des arbres. La récolte continue et le sac se remplit. Les chiens sont récompensés. Un mâle et une femelle dressés pour la truffe. Il faut cacher des truffes et, avec la récompense et automatiquement le chien va gratter pour trouver la récompense. Donc il y aura la truffe à côté. Après on met simplement la truffe. Donc il va quand même gratter et chaque fois il faut bien le récompenser. Les chiens continuent leur travail de recherche et le sol regorge de trésors.
un sol propice à la plantation de plants truffiers. Il faut que ce soit surtout calcaire. Voilà, il faut que ce soit calcaire, il faut que ce soit si possible irrigué, parce que de moins en moins s'il y a l'eau qu'il faut l'été pour que les truffes grossissent. Voilà, c'est le principal, quoi. Alors la truffe, c'est simple, mais c'est un peu compliqué. Il y en a plusieurs sortes et la pépinière Robin souhaite toutes les proposer. Nous proposons 4 espèces de plants truffiers différents, mycorhizés avec les 4 principales espèces de truffes, la Tuber melanosporum, connue sous le nom de truffe noire du Périgord, la Tuber uncinatum, truffe de Bourgogne, mais aussi la Tuber aestivum, la truffe blanche d'été, et la Tuber magnatum pico, qui est l'impératrice des truffes, la truffe blanche d'Italie. Dans ces magnifiques allées à Saint-Laurent-du-Croc, c'est la truffe de Bourgogne qui est reine. Les autres variétés trouvent difficilement preneur, mais il suffit d'avoir le bon emplacement. Ensuite, des plants truffiers de qualité vous sont vendus. Donc nous avons développé la production de ces plants dans le cadre d'un contrat de collaboration avec l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, qui en fait vient nous appuyer dans nos recherches. On a des contrats de recherche et développement et en même temps qui vient valider et certifier la production de nos plants truffiers, donc sous forme en fait d'un contrôle qui se fait physiquement en pépinière. C'est un ingénieur de recherche de l'INRA qui est basé à Nancy pour ce programme truffe qui vient chez nous prendre des échantillons en pépinière, les contrôler et valider ainsi la qualité des plants. La truffe, vous la connaissez à présent, mais pour la récolter, il vous faudra un bon pied, un bon sol, un bon chien et surtout la patience, la seule chose qui ne s'apprend pas. Jeudi, c'est un témoignage qui a retenu notre attention, celui de Denis Drapery, commerçant gapençais et rescapé du Costa Concordia. Il a pu avoir accès aux boîtes noires du navire et sans surprise, le commandant du navire Francesco Schettino a une part de responsabilité importante dans ce naufrage. Ce qui nous a le plus choqué, c'est que le capitaine Schettino, ne serait-ce que 10 minutes après la brèche dans le bateau, il savait déjà que le bateau prenait l'eau, que déjà 3 compartiments étaient noyés et que donc de toute façon le bateau était condamné à couler. Et bien sûr, il a fait des annonces comme quoi c'était un problème de générateur, mais les boîtes noires indiquent à la seconde près que même il annonce aux officiers de la sécurité qui se trouvent sur la côte italienne et aux responsables de chez Costa que ce n'est qu'un problème de générateur. Et le scandale, c'est qu'il maintient ce mensonge pendant plus de 3 quarts d'heure. Vendredi enfin, nous vous avons donné la parole au sujet du froid qui est arrivé dans les Alpes du Sud. Comme toute l'équipe d'ICI TV, vous avez probablement gratté votre pare-brise. Témoignage recueilli par Adrien Citeau du côté d'Embrun. Qu'est-ce que vous avez fait contre ce froid? Vous avez sorti les écharpes, le chauffage? Oui, j'ai mis l'écharpe et j'ai allumé les chauffages. Vous n'avez pas sorti l'écharpe pour autant? Non, pas du tout. Pourquoi ça? Non, parce qu'on ne craint pas le froid, on est solide. Dans l'été, on a eu des mois un peu frais, donc ça me fait pas peur, quoi. J'y suis habitué maintenant avec Embrun, on ne sait plus trop comment s'habiller, c'est au jour le jour, quoi. Quand il y a plus de froid, il y a moins de clients peut-être? Eh ben oui, tout à fait, mais bon, nous, comme on a une terrasse très ensoleillée, donc nous, on a beaucoup de clients qui viennent boire le café, des chocolats chauds, des thés, bien évidemment. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Après la chaleur de l'été, c'est très bien. Vous vous sentez de repartir dans l'hiver là? Non, pas du tout. Je voudrais que l'été reste éternellement. Mais bien sûr. Les jolis feux dans la cheminée, les châtaignes qu'on rôtit, voilà, il y a toute une ambiance très agréable. Les champignons dans les bois. On n'a pas trop le choix, mais il va falloir y aller, ouais. Il va falloir y aller. Même si on a le soleil, le vent frais, il est là, quoi. C'est tout, voilà. Allez, excellente soirée en notre compagnie. Le JT revient dès demain, lundi 14 octobre.